bienvenue à tous, ici Gia. J'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une histoire extrêmement sordide. Comme vous l'avez vu au titre, c'est l'histoire d'une nonne qui a été assassinée par un rituel satanique. Et je vous laisse rester avec moi pour découvrir qui est son meurtrier et je pense sincèrement que ça va vous étonner. Personnellement, je connaissais pas cette histoire encore une fois. Je fais beaucoup de recherches pour trouver des histoires inconnues, parce que c'est ce que j'aime présenter. C'est ce que j'aime aussi regarder, voilà. Et en l'occurrence, là, celle-là, je la connaissais pas, je suis tombée dessus, je me suis dit qu'il fallait que je la fasse, c'est tellement fou ce qui s'est passé que, voilà, vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ouais, c'est pas un truc qui arrive tous les jours, on va dire. À côté de ça, je voulais vous remercier parce qu'on atteint les 1000 abonnés incessamment sous peu. Il me manque à peu près une centaine d'abonnés pour être aux 1000 abonnés. Et je suis extrêmement étonnée parce que ça fait qu'un mois, quelques semaines que j'ai commencé concrètement, un mois et demi. Et ça allait extrêmement vite. Je m'attendais pas à avoir autant de retours positifs et avoir autant d'abonnés aussi rapidement, je vous avoue. Je sais que ça fait... je fais pas autant de vues qu'un super grand youtubeur et tout, mais à mon petit niveau, honnêtement, je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui se retrouveraient sur ma chaîne. Voilà, donc merci encore à vous tous pour vos commentaires, votre soutien. Franchement, c'est super. Avant de commencer la vidéo, j'ai une petite annonce à faire. Il va y avoir 2 micro-vidéos qui vont sortir sur la chaîne, mais c'est pas des vidéos d'affaires criminelles, c'est des vidéos de décoration, d'Halloween et de Noël. Comme certains ont pu le voir si vous êtes allé voir sur ma chaîne, il y a déjà une vidéo d'Halloween de 2021, et ben j'en refais une cette année, parce que ça fait à peu près 7 ans qu'on décore vraiment énormément pour Halloween avec un de mes meilleurs amis en fait, et on essaye de se mettre un peu au niveau des maisons des États-Unis et du Québec. On est pas mal, franchement on commence à bien s'en sortir et les vidéos de déco sont là pour pouvoir donner des tutos et des astuces aux gens, parce qu'en fait tout simplement en voyant les choses on peut deviner comment c'est fait, donc du coup voilà, les vidéos sont là pour ça, donc c'est pas la peine pour ceux qui sont pas intéressés par ce genre de choses de regarder la vidéo, mais je voulais juste vous prévenir qu'il y aura 2 vidéos qui n'auront rien à voir avec ma chaîne 2 fois par an. Donc voilà. Et la deuxième annonce, c'est que pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai trouvé des images de la scène de crime de la sœur Margaret qui vont être inclus dans la vidéo pour que vous vous rendiez compte un peu de la violence de l'attaque, de la ritualisation du crime, parce qu'il y a vraiment une espèce de rituel, de la façon dont elle est retrouvée. Et donc j'ai trouvé important d'inclure ces photos. Donc au moment où on parlera de l'assassinat en soi de la sœur Margaret, pour ceux qui ne veulent pas voir les photos, je vous préviendrai à ce moment-là. Donc tournez la tête, faites comme si vous étiez sur un podcast, écoutez juste, et une fois qu'on aura fini d'énoncer ce qui s'est passé, re-regardez la vidéo. Théoriquement, il ne devrait plus y avoir grand-chose. Et maintenant, si vous êtes prêts, penchons-nous ensemble sur l'histoire de la sœur Margaret Pal. Pour commencer la vidéo, je vais commencer par vous parler de la vie de Margaret Pal. Qu'est-ce qui s'est passé un peu pour elle avant qu'elle devienne sœur et qu'elle rentre dans les ordres. Margaret est née dans une famille extrêmement pieuse, extrêmement soudée aussi. Vous verrez que de génération en génération, ils ont eu à peu près les mêmes métiers en réalité. Et donc la dévotion de sa famille l'amènera à avoir une carrière qui l'amènera dans les ordres. Margaret avait pour père Frank Pal, qui est né le 8 novembre 1871 dans l'Ohio et qui grandira entouré de 7 frères et sœurs. Il rencontrera sa future femme, Catherine Sophia Coressel, et une fois mariée comme le veut la coutume, elle prendra son nom et deviendra donc Catherine Pal. Elle-même est née le 15 mai 1876, aussi en Ohio, et elle aussi d'une grande famille, car elle a 11 frères et sœurs. C'est une famille vraiment immense. Donc le petit couple restera en Ohio après leur mariage pour construire leur vie de famille. Forcément, ayant tous les deux vécu dans une très grande famille, ils auront une grande famille. 8 enfants naîtront de ce mariage. Le premier en 1902, quand Frank avait 31 ans et Catherine 26 ans. Et à partir de là, ils auront un enfant tous les 2 ans. En 1902, naîtra Léo, qui plus tard se mariera et aura 3 enfants avec sa femme Thelma. Il sera charpentier, comme beaucoup d'hommes de sa famille.
Viendra ensuite leur première fille, en 1904. Elle sera appelée Evelyn et se mariera à un certain Leroy, mais elle n'aura pas d'enfant. Elle sera infirmière pour l'US Army à partir de 1935. Viendra ensuite le tour de Margaret en 1908, dont on va longuement parler plus tard. En 1910, naîtra Laura, qui elle ne se mariera pas et entrera dans les ordres, comme sa grande sœur Margaret, car leur famille était très pieuse, donc pour les femmes, c'était coutume de rentrer dans les ordres. Ce sera ensuite le tour de Claire Joseph de voir le jour, en 1912. Lui se mariera à sa femme Doris et aura la joie d'avoir 3 fils. Et comme son frère, il sera lui aussi charpentier. La petite Catherine, elle, naîtra en 1914, peu avant la Première Guerre mondiale, et épousera un certain Ralph, et ils auront ensuite un fils qui s'appellera Thomas. Et la petite dernière de cette famille immense sera Marie Magdalène, née elle en 1916, qui se mariera plus tard à Paul et qui aura aussi des enfants. Comme vous voyez, dans cette famille pieuse, il y a presque un schéma défini, c'est-à-dire que les hommes deviennent charpentiers, se marient et ont des enfants, et les femmes soit se marient et ont des enfants, soit rentrent dans les ordres et ont pour coutume d'être infirmières parce qu'il y aura déjà une infirmière et Margaret Pal deviendra elle-même infirmière dans le futur. Margaret sera la première à prendre le voile dans sa famille, du moins dans cette génération-là. Elle va naître en Ohio le 6 avril 1908 à Edgerton. Elle vivra dans une famille relativement soudée, avec des parents aimants. Elle vivra dans un cadre paisible, puisque l'Ohio c'est quand même relativement campagne, et elle vivra heureuse entourée de ses 3 frères et de ses 4 sœurs. Elle ira ensuite au lycée, et à la fin de ses études, donc à la fin de son lycée, à l'âge de 19 ans, Margaret décidera de rentrer dans les ordres et revêtira donc le voile. Elle sera nommée, une fois qu'elle sera sœur Margaret Anne. Elle fera partie des Sœurs de la Miséricorde, qui comptent à peu près 6000 membres de par le monde à son époque. Margaret passera sa vie à aider les autres, entre autres au chevet des malades, dans les chapelles des hôpitaux, et elle deviendra infirmière comme je vous l'ai dit. Et c'est comme ça que Margaret travaillera à ses 71 ans dans l'hôpital de Mercy, dans la ville de Toledo, toujours en Ohio. Elle n'a jamais quitté l'Ohio de toute sa vie. Là-bas, elle sera sous les ordres du père Robinson Gérald, et c'est comme ça que notre histoire commence, dans la chapelle Saint-Joseph, au sein même de l'hôpital Mercy. Nous sommes le 5 avril 1980. Aujourd'hui, c'est la veille des 72 ans de Margaret Pal. Mais c'est aussi la veille de Pâques, alors elle a beaucoup à préparer dans la chapelle. Sœur Margaret envisageait la retraite depuis quelque temps car elle commençait à perdre l'ouïe, ce qui fait que c'était assez gênant dans son travail, pendant les offices, auprès des malades. Quand elle devait écouter un malade qui a du mal à parler, le fait d'avoir perdu l'ouïe, c'était pas pratique pour elle, ni pour les malades. Donc elle commençait à penser à la retraite. Elle est pour l'instant restée, elle a juste arrêté le travail d'infirmière, mais travaille toujours au sein de la chapelle. Sœur Margaret, ce matin-là, se lève à 6h20, prend un petit déjeuner, puis part en direction de la chapelle afin de préparer tout ce qu'elle doit préparer pour la journée. Sœur Margaret est quelqu'un de très méticuleux, de pointilleux, de perfectionniste, et il vaut mieux s'appliquer avec elle parce qu'elle n'a aucun scrupule à dire quand ça lui va pas et à rectifier elle-même ou à vous faire rectifier ce qui ne lui convient pas. Voilà, c'est un des traits malheureusement des perfectionnistes, ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que Margaret fait et aime bien faire les choses. L'inconvénient, c'est qu'elle peut vous tomber dessus si ce que vous faites ne lui convient pas. Ce matin-là, elle est censée être seule à la chapelle, mais la sœur qui va venir la rejoindre va malheureusement avoir une vision d'horreur. À 8h du matin, une des sœurs viendra rejoindre sœur Margaret à la chapelle. Cette jeune sœur s'appelle Madeleine Marie, et en arrivant, elle verra un homme de petite taille se diriger précipitamment dans le couloir en direction de la sortie. Alors là, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des photos, donc au plus sensible, ceci est un avertissement. Les photos qui vont suivre sont les photos de la scène de crime de Margaret. À son arrivée, elle découvre ce qu'elle pense être un mannequin au milieu de la sacristie, allongé. Elle se dit que c'est un mannequin parce qu'on est dans un hôpital et que ça pourrait être un entraînement
pour lequel elle n'était pas encore au courant. Mais malheureusement, elle va vite se rendre compte que ce n'est absolument pas le cas. Sœur Margaret est allongée, sur le dos, les jambes serrées et les bras en croix. Ses sous-vêtements et ses bas de contention sont autour de ses chevilles et un tissu de l'autel plein de sang se trouve à côté d'elle. Et à côté de ce tissu plein de sang, il y a un crucifix. Elle comprend immédiatement qu'elle est morte car son visage est très gonflé et bien qu'il y ait peu de sang sur la scène de crime, comme vous l'avez vu sur les photos, on voit malheureusement qu'elle a été poignardée. Sœur Madeline reste pétrifiée quelques secondes et quand elle revient à elle, elle se met à hurler et sort de la sacristie en hurlant au meurtre et finalement ces cris alertent les collègues qui se trouvent pas très loin, donc c'est-à-dire les médecins, les étudiants médecins, les sœurs qui se trouvaient à proximité, le père Gérald Robinson, bref, tous ceux qui entendront les cris de la pauvre malheureuse. Les médecins et des sœurs débarquent, dont sœur Phyllis Anne Gérold, que vous voyez actuellement en photo. Malheureusement, c'est trop tard pour sœur Margaret. Les médecins essayent de la réanimer, mais ils n'ont pas le temps de la toucher, qu'ils comprennent qu'il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Donc, malheureusement, ils laissent le corps là où il est, afin que les policiers puissent faire correctement leur travail. Pendant ce temps, sœur Phyllis essaye de joindre justement les policiers, mais elle est tellement perturbée par ce qu'elle voit qu'elle a du mal à trouver le téléphone. Et quand elle arrive enfin à le trouver, elle compose le numéro de la police et les appelle immédiatement. Et comme elle le dira aux policiers au téléphone, cette sœur qui elle-même est donc infirmière a déjà vu des morts au cours de sa carrière, mais là elle est vraiment flippée, il n'y a pas d'autre mot, elle est flippée la pauvre dame, parce que la scène de crime est en fait ritualisée. Je veux dire, les bras en croix, les jambes serrées, ça fait vraiment penser à la croix du Christ. Voilà, on voit qu'il y a un crucifix à côté d'elle, le meurtre a été ritualisé, quoi. Clairement, vous avez vu qu'il y avait une croix de sang sur son front. Voilà, donc la sœur connaît un peu les derniers sacrements qu'on offre aux mourants, c'est-à-dire qu'on leur fait souvent une croix sur le front, et là c'est ce qu'on lui a fait mais avec du sang. Donc quand elle appelle les policiers, elle leur dit tout de suite venez vite, il y a quelque chose vraiment de bizarre dans ce crime, il y a eu un crime, c'est déjà grave, mais en plus de ça il y a quelque chose de bizarre. Donc les policiers vont vite arriver. La police arrive donc sur les lieux du crime, ils vont prendre des photos, s'occuper de la scène de crime en relevant les preuves, et une fois qu'ils ont tout ce qu'il faut, ils vont demander à un médecin légiste de venir récupérer sœur Margaret pour pouvoir l'examiner et en savoir un petit peu plus sur le meurtre. Les policiers, en examinant le corps d'un peu plus près de sœur Margaret, se sont rendus compte que une croix inversée avait été tracée avec 9 coups de couteau qui lui ont été portés à la poitrine. Donc forcément, ils vont demander un peu plus d'informations aux médecins légistes sur ce qu'ils ont découvert. La question est donc lancée, qui a pu commettre un meurtre aussi horrible, aussi blasphématoire, parce qu'il a été commis sur une nonne, dans une sacristie? Les inspecteurs vont essayer de trouver la réponse. Qui aurait pu faire ça? C'est une bonne question. Mais faire quoi exactement? Parce que pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui s'est passé réellement. Elle est morte, ça on le sait. Elle a été poignardée, ça on le sait aussi. Mais est-ce que c'est de ça qu'elle est morte? Eh bien, voilà le déroulé des faits. Sœur Margaret préparait la chapelle et on pense qu'elle n'a pas entendu son agresseur arriver car elle commençait, comme je vous l'ai dit, à perdre l'audition d'une oreille. Donc, selon le déroulé des faits, on pense qu'elle n'a pas entendu son agresseur arriver et qu'il arrivait derrière elle. Son agresseur a commencé par l'étrangler, mais il l'a étranglée tellement fort qu'il lui a brisé des os du cou. Je sais pas si vous imaginez à quel point faut forcer. Déjà, étrangler quelqu'un, de tout ce qu'on en sait et de tout ce que les tueurs en disent, ça prend énormément de temps, énormément de force. Mais là, le cou de Margaret a été serré tellement fort qu'on lui a cassé les os du cou. Déjà, c'est violent. Ensuite, le médecin légiste remarquera qu'elle a des vaisseaux sanguins qui ont éclaté dans les yeux, et donc on appelle ça des petechi, et ça, c'est aussi une preuve de l'étranglement. Alors que la pauvre sœur Margaret, qui a, je rappelle, 71 ans, essayait de lutter pour sa vie, son agresseur a sorti un couteau et l'a poignardée à plusieurs reprises dans le cou et dans la poitrine, avec une lame plutôt fine et à 4 côtés. Le tueur a ensuite pris le tissu qui recouvrait l'autel présent dans la chapelle et il a partiellement recouvert le corps de Margaret. Il a ensuite repris son couteau et lui a ensuite asséné
plusieurs coups de couteau, dont 9 au niveau de la poitrine, comme je vous l'ai dit, en croix inversée. Et en tout, Margaret sera poignardée 31 fois. La suite, on ne sait pas exactement dans quel ordre ça s'est passé, mais en tout cas, ça s'est bien passé. Le tueur, après avoir poignardé aussi sauvagement la pauvre sœur Margaret, va prendre le tissu de l'autel et le poser à côté de son corps, donc complètement ensanglanté. Et il va ensuite dénuder la pauvre Margaret en lui enlevant ses sous-vêtements et en rabaissant ses bas de contention jusqu'au bas des chevilles, comme vous avez pu le voir sur la photo malheureusement. Bien qu'elle n'ait pas été agressée intimement, on lui a tout de même ôté sa virginité avec le crucifix qu'on a retrouvé à côté d'elle. Parce que oui, vous imaginez bien qu'étant rentrée dans les ordres à 19 ans, elle n'avait jamais vu le loup comme on disait à cette époque-là. Elle était encore vierge. C'est donc vraiment un manque de respect et une volonté réelle de la salir que de l'abuser avec un objet qui représente en plus ce à quoi elle a consacré toute sa vie. Je trouve ça vraiment horrible. Et bien sûr, aucun ADN ne sera relevé vu que c'est un objet, il n'y a pas d'ADN sur un objet. Donc voilà, pas d'ADN ne sera relevé. Malheureusement, le tueur ne s'est pas coupé, donc il n'y aura pas d'ADN. Le tueur lui fera ensuite la marque de sang qu'on lui a retrouvée sur le front et il la positionnera comme sœur Madeleine la retrouvera, c'est-à-dire les bras en croix et les jambes serrées. Elle a donc souffert, a été affublée d'une croix inversée au niveau de son cœur, a été abusée alors qu'elle était nonne et donc encore vierge, et en plus de ça, attaquée dans un lieu saint. Ce qui forcément fait que tous ces éléments réunis vont faire penser très vite à un crime satanique aux enquêteurs. Et franchement, je les comprends. Il y aura un peu d'ADN qui sera retrouvé sur les ongles de sœur Margaret et sur ses sous-vêtements. Après les conclusions du médecin légiste, maintenant on va en revenir à l'enquête, parce que maintenant on sait ce qui s'est passé avec sœur Margaret, mais voyons voir un peu ce que les inspecteurs vont faire. On est donc de retour sur les lieux du crime, dans la chapelle Saint-Joseph, avec le lieutenant Kina et l'inspecteur Marx. Ils vont commencer par interroger les personnes s'occupant de la chapelle avec sœur Margaret, c'est-à-dire Monseigneur Jérôme Schmitt, Père Gérald Robinson, la sœur qui a découvert le corps, donc sœur Madeleine, et sœur Phyllis qui a appelé la police. Sœur Madeleine, pendant son interrogatoire, dira aux inspecteurs qu'en arrivant dans la chapelle, elle a vu un homme de petite taille s'éloigner assez rapidement, mais malheureusement, elle ne sera pas capable de la désigner. Quant aux autres témoins, ils n'auront pas grand-chose à dire, mis à part sœur Phyllis, qui confiera que sœur Margaret et le père, donc Gérald, s'étaient engueulés la veille au soir par rapport à la messe qui avait eu lieu. Le jour du meurtre, on est samedi, donc le vendredi soir, il y avait une messe, et apparemment à la fin de la messe, sœur Margaret serait venue engueuler le père Gérald parce que la messe aurait été trop longue. Donc à ce moment-là, il se serait un peu engueulé devant en plus les paroissiens. Ils vont ensuite interroger les membres du personnel, donc les médecins, les étudiants en médecine qui sont présents. Ils vont interroger un peu toutes les personnes qui pourraient leur donner des informations. Et certains d'entre eux diront avoir vu le père Gérald ce matin-là vers la chapelle. Les policiers vont ensuite fouiller les chambres qui se trouvent près de la chapelle, parce que forcément, entre les personnels hospitaliers, c'est-à-dire les médecins, les étudiants en médecine, les nonnes, les prêtres, ça fait beaucoup de personnes à loger. Il y a des chambres autour de la sacristie, autour de la chapelle, donc les inspecteurs vont aller fouiller les chambres qui sont proches de la chapelle. Et dans une des chambres, ils vont trouver un petit coup de papier avec une lame étroite à 4 côtés, qui a un petit motif sur le côté, donc du coup de papier. Et dans cette même chambre, ils vont retrouver un livre de messe satanique. Cette chambre, c'est celle du père Gérald. Et sur la poignée sera retrouvée une trace de sang. Mais pour l'instant, il n'y a pas assez de preuves. Le coup de papier peut ne rien avoir à voir. Le livre satanique a pu être confisqué, par exemple, à un des patients de l'hôpital qui l'aurait ramené. Le père serait tombé dessus, aurait confisqué l'ouvrage pour pas qu'il traîne entre de mauvaises mains et ramener sa brebis sur le chemin de Dieu. Voilà, c'est ce que se disent les inspecteurs. Donc en attendant que le rapport du médecin légiste n'arrive, la vie va suivre son cours, personne n'ira en garde à vue, ils ont aucun suspect, les témoins n'ont pas pu dire grand-chose. Pour l'instant, ils attendent. Et c'est comme ça que sœur Margaret sera enterrée le 8 avril et que le père Gérald officiera lors de son enterrement.
C'est-à-dire que c'est le père Gérald qui accompagnera sœur Margaret vers la mort avec des prières. Le 19 avril, pourtant, les résultats du médecin légiste tombent et le coupe-papier du père Gérald pourrait correspondre à l'arme qui aurait fait les blessures à sœur Margaret. Forcément, le père sera interpellé et emmené au commissariat afin qu'on entende ce qu'il a à dire. Né en 1938, Gérald Robinson sera élevé par une mère dominante et très croyante. Elle avait une vie toute tracée pour son fils. Elle voulait qu'il fasse partie de l'église et elle obtiendra ce qu'elle voudra. Elle l'inscrira donc dans des écoles religieuses dès son plus jeune âge et il y restera de sa petite enfance donc à ses 26 ans. Année où Gérald fut ordonné prêtre, pour le plus grand bonheur de sa mère. Il fut placé comme prêtre à l'hôpital Mercy en Ohio pour aider à la prière avec les familles, prodiguer les derniers rites chrétiens aux mourants et tenir les offices de la chapelle. Le père Gérald Robinson a toujours été décrit comme quelqu'un de plutôt calme, de réservé, qui parle peu, exprime peu ses sentiments aussi. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est décrit comme calme et gentil, mais est-ce qu'il n'aurait pas une deuxième facette qu'il cacherait à d'autres personnes? Pendant son interrogatoire, donc 15 jours après le meurtre, le père Gérald niera tout en bloc. Il dira ne pas avoir les clés de la chapelle, alors qu'on saura plus tard que c'était le cas. Il niera avoir approché la chapelle ce matin-là, alors qu'il y avait des témoins. Il dira aussi avoir reçu en confession quelqu'un qui lui aurait avoué le meurtre de sœur Margaret. Et quand les inspecteurs vont lui mettre un peu la pression au moment de l'interrogatoire, il va finalement avouer assez rapidement qu'en réalité c'était un mensonge. Donc il a très bien commencé son interrogatoire, il a commencé en leur mentant de A à Z. Il n'a pas la clé alors que c'est faux, le meurtrier lui aurait avoué le meurtre alors que c'est faux. Vous voyez que l'interrogatoire commence plutôt mal. Malheureusement, les inspecteurs vont avoir beaucoup de mal à le faire parler, il est fermé comme une porte de prison, il n'y a rien à soutirer de lui, il refuse de parler. Et malheureusement, on a besoin qu'il parle, parce que certes, on a le coupe-papier qui correspond aux blessures, mais l'ADN qui a été retrouvé sur les ongles et sur les sous-vêtements ne correspond pas au père Gérald. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire, oui, si ça correspond pas, c'est que c'était pas lui. Bah, c'est pas tout à fait vrai. En fait, pendant l'autopsie, on s'est rendu compte que cet ADN était plutôt un ADN de transfert. C'est-à-dire que malencontreusement, et bien malheureusement, quelqu'un aurait sali la scène du crime en transférant son ADN par mégarde. Donc, c'est-à-dire en éternuant, en touchant la victime sans gants. Voilà, vraiment un geste anodin, mais qui du coup portait préjudice à l'enquête, parce qu'on a cru que cet ADN pourrait prouver que quelqu'un était coupable, mais en réalité, tout ce qu'il va faire, cet ADN, c'est brouiller des pistes et émettre un doute raisonnable, parce qu'on n'a pas l'ADN du suspect réel, on n'a pas l'ADN de l'agresseur, mais on a quand même un ADN. Donc, est-ce que c'est l'ADN de l'agresseur ou est-ce que c'est réellement l'ADN de quelqu'un qui a gravité autour du corps, c'est-à-dire les témoins qui ont découvert le corps? Donc, il y a eu des médecins, il y a eu des gens qui sont arrivés avant les policiers, un personnel de garde. Après, il y a eu les policiers, il y a eu les médecins légistes, il y a eu les personnes qui ont enterré et qui ont préparé Margaret pour son enterrement. Ça fait énormément de monde qui a gravité, énormément d'hommes aussi qui a gravité autour de la scène de crime et autour malheureusement du cadavre de Margaret. Voilà, donc cet ADN malheureusement, je suis désolée de l'expression, mais fout la merde parce que concrètement il crée un doute raisonnable. Et sur la porte, sur la poignée de porte donc du père Gérald, on avait retrouvé une toute petite trace de sang. Malheureusement la trace est tellement petite, il y a tellement peu de quantité de sang que le sang n'est pas analysable correctement et qu'on ne pourra pas relever d'ADN sur ce sang, malheureusement. Donc comment la tâche est arrivée là ? Voilà, soit le père Gérald a fait quelque chose, soit la tâche était là avant. Ça non plus, on peut pas le statuer. Donc du coup, pareil, c'est pas une preuve qui peut être prise en compte. Un homme dont je vous ai pas encore parlé est Monseigneur Jérôme, qui lui aussi travaillait à la chapelle Saint-Joseph de l'hôpital Mercy. Et il s'avère qu'un des inspecteurs qui travaillait au commissariat avec le lieutenant Kina et l'inspecteur Marx, donc un inspecteur qui s'appelle Vetter, cet homme-là est ami avec Monseigneur Jérôme. Donc quand il va voir qu'il y a le père Gérald
qu'il connaît du coup aussi, qui est en interrogatoire. Il va décider d'appeler Monseigneur Jérôme et d'aller le chercher pour le ramener au commissariat afin, selon lui, d'apaiser le père Gérald, afin qu'il puisse parler peut-être éventuellement, de le détendre aussi, parce que selon lui, le père Gérald était très stressé par son entretien. Donc il a fait chercher Monseigneur Jérôme et l'a fait venir au commissariat. Peu après que Monseigneur Jérôme et l'inspecteur Vetter soient arrivés, comme par hasard, il va mettre fin assez brutalement à l'interrogatoire, ce qui va laisser un peu dubitatif le lieutenant Kina et l'inspecteur Marx, parce que l'interrogatoire n'était pas fini. Et après ça, plus tard, des papiers seront perdus, qui seront liés à l'audition du père Gérald. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a aucune preuve réelle et qui accuserait réellement qui que ce soit. Il n'y a pas de preuve ADN non plus, vu que la trace de sang sur la poignée de porte était trop rikiki, donc on n'a pas pu l'analyser. Les traces d'ADN retrouvées sur Margaret ne sont pas concluantes, et de toute façon c'était de l'ADN de transfert. Malheureusement, il n'y a pas grande preuve, donc l'affaire sera classée 1 mois après le meurtre de Margaret. Comme souvent, après qu'un prêtre soit accusé de quelque chose ou soit mis en cause dans quelque chose, afin de protéger l'image de l'Église et aussi le prêtre éventuellement de représailles, l'Église a pour coutume de changer ses prêtres d'endroit, et c'est ce qui va se passer avec le père Gérald. Le père Gérald passera donc de la chapelle Saint-Joseph à l'hôpital Mercy à un autre endroit où il continuera à officier. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement d'autres coupables potentiels? Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle du père Gérald, mais après tout, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de personnes dans cet hôpital, des hommes, des femmes qui travaillent. L'agression intime n'a pas forcément été faite par un homme, vu qu'elle a été faite par un objet. Après tout, ça peut être une femme aussi. Alors, est-ce que ce serait pas un des médecins, un des infirmiers, un patient qui était dans le coin à ce moment-là? Les inspecteurs vont aussi fouiller cette piste. On est maintenant en 2003, et l'affaire du meurtre de la sœur Margaret va être relancée par pur effet boule de neige, un coup de chance phénoménal de pouvoir relancer cette enquête. Chance est un grand mot étant donné la raison qui a lancé l'enquête. La raison, c'est qu'une femme est venue porter plainte et a accusé plusieurs prêtres de rituels sataniques et d'agressions intimes pendant son enfance. Et elle désignera dans ces prêtres qui l'auraient agressé le père Gérald. Et c'est comme ça que sera relancée l'enquête, donc 23 ans précisément après le décès de sœur Margaret. La femme qui a porté ces accusations s'est fait nommer surviveur d'eau afin de protéger son anonymat. Elle a en effet porté plainte, mais malheureusement les faits étant trop vieux, ils sont prescrits et donc la plainte est tombée à l'eau. Pourtant, il y a plusieurs victimes qui se sont présentées suite à ces allégations et qui ont raconté la même version que la première victime, c'est-à-dire surviveur d'eau. Mais au moins, grâce à sa plainte, l'enquête sur sœur Margaret sera relancée. En 2004, sœur Margaret sera donc exhumée et analysée. L'ADN ne révèle toujours rien, mais par contre, grâce à l'évolution des techniques, on pourra remarquer que le coupe-papier du père Gérald s'emboîte, et je cite le médecin légiste, comme une serrure dans une clé, c'est-à-dire parfaitement et au millimètre près, dans un trou qui a été créé pendant l'agression par le tueur dans la mâchoire, le dessous de la mâchoire de sœur Margaret. Autrement dit, le tueur l'a poignardé à ce niveau-là, et la plaie qui est là a été tellement profonde que ça en a touché la mâchoire, et dans la mandibule, ça a laissé la pointe de l'outil utilisé pour le meurtre de Margaret. Autrement dit, là en l'occurrence, a priori, le coup de papier du père Gérald. Entre ça, les disputes entre le père Gérald et la sœur Margaret, des témoins qui l'ont vu à proximité, une marque arrondie qui bizarrement ressemble au sigle situé sur le côté du coup de papier, avec tout ça, ça commence à faire beaucoup de preuves, et donc le père Gérald sera arrêté en avril 2004. Père Gérald, qui a donc à ce moment-là 67 ans, officiait toujours comme prêtre parce qu'il n'a pas été destitué de son rôle de prêtre. Bien entendu, il a continué à officier et il niait toujours être l'auteur des faits.
Why? Why? That's all he said was why. He's also grilled about the alleged murder weapon, a letter opener found in his living quarters. You had to have that knife down there. And you had to have killed Sister with this knife. Father, why are you smirking at me? I mean, this is serious. I'm not smirking at you. I don't know how all this is about. Because I was not there. Did you ever have a disagreement with Sister Paul? No, I did not. That's when this tape... And also accused of ritual satanic abuse by another former nun. I interviewed Father Robinson one-on-one in the interview room. Did you have a key to the sacristy? To my knowledge. Sacristy. Sister, won't you come to Le 24 avril 2006 s'ouvre donc le procès de Père Gérald. Les témoins passeront un à un à la barre pour expliquer ce qui s'est passé. Sœur Madeleine expliquera quant à elle être rentrée dans la chapelle, elle expliquera le choc et l'horreur qu'elle a ressenti quand elle a découvert le corps de Sœur Margaret à terre. Elle expliquera à ce moment-là qu'elle croyait que c'était un mannequin quand elle est rentrée parce qu'à aucun moment dans sa tête elle s'attendait à voir un corps au milieu de la sacristie. Ce qui me paraît normal aussi, enfin, il n'y a aucune raison qu'en entrant dans une sacristie, on retrouve un corps. Voilà, donc elle expliquera le choc qu'elle a ressenti en retrouvant sa collègue dans un état pareil avec du sang sur elle. On voyait qu'elle avait été poignardée, elle avait une marque de sang sur le front. Ça l'a beaucoup perturbée. La sœur Phyllis, quant à elle, dira que ce qui lui a sauté aux yeux immédiatement, c'est le côté rituel du meurtre. Elle dira que la position du corps de Sœur Margaret était absolument pas naturelle, que c'était vraiment flippant de retrouver Sœur Margaret dans une sacristie, dans une chapelle, dans un endroit saint, avec des marques pareilles sur elle, les sous-vêtements baissés aux chevilles, un crucifix à ses côtés, le tissu d'autel qui a servi pendant son meurtre. Elle dira que ça l'a vraiment mis mal à l'aise et que pour elle ça a vraiment tout du rituel satanique ou du blasphème poussé à son extrême. Le fait d'avoir attaqué une nonne dans une chapelle, on peut pas nier qu'il y a du blasphème là un peu quand même. L'inspecteur Vetter dira qu'il connaissait Monseigneur Jérôme et que c'était un ami en réalité et qu'à aucun moment il a voulu couvrir quoi que ce soit. Il dira qu'il a juste fait venir Monseigneur Jérôme parce que le père Gérald était dans une situation hors norme, dirons-nous, et qu'il s'est dit qu'il n'y aurait pas de mal à faire venir Monseigneur Jérôme pour soutenir Père Gérald pendant cette épreuve. Mais qu'à aucun moment il voulait couvrir quoi que ce soit, et qu'à aucun moment il a fait disparaître des papiers non plus. Les papiers, selon lui, auraient été perdus par inadvertance. Il y aura ensuite des experts qui vont venir parler un peu de tout ce qu'ils ont trouvé. Un expert viendra parler du trou qu'on a trouvé dans la mandibule de Sœur Margaret, et de la coïncidence que ce trou avec la lame du coupe-papier de Père Gérald. A contrario, un autre spécialiste, appelé lui par la défense de Père Gérald, dira que la blessure a pu être modifiée pendant les examens en essayant de faire rentrer le coupe-papier dans la blessure à l'époque quand elle était fraîche. Selon eux, on aurait pu éventuellement abîmer la blessure et la modifier. Là, on parle quand même d'un coup de couteau dans un os mandibulaire, d'accord? Donc la pointe est carrément rentrée dedans. Ça a creusé en fait un trou vraiment de la forme de la pointe. Je veux bien qu'on essaie de réfuter certaines choses, mais la science, quand ça parle, ça parle. Et là, en l'occurrence, la science avait parlé. C'était vraiment une lame à 4 côtés, ce qui est quand même pas commun. C'était une lame extrêmement étroite. Exactement la même lame que le coupe-papier du Père Gérald. Donc pour moi, les arguments de la défense du Père Gérald tombent à l'eau. Là, vous allez voir des photos. Donc, vous allez voir des traces de sang sur le tissu de l'autel. Et vous allez voir que cette trace de sang est exactement la même que la trace que ça donne quand on prend un crayon à papier et qu'on fait le contour coupe-papier, donc de Père Gérald. Ce qui est une preuve de plus, je trouve. Sur le même drap, on retrouvera aussi par méthode de transfert, c'est-à-dire que du sang a été transféré d'un objet sur le tissu et l'objet qui a transféré ce sang a laissé une marque. Cette marque, c'est l'arrondi qui se situe sur le coupe-papier, en plein centre du coupe-papier de Père Gérald. Pendant le procès, il y aura aussi un mannequin qui sera ramené dans la salle, un mannequin qui sera grimé avec une perruque grise pour rappeler la couleur de cheveux de Sœur Margaret.
pour rendre le mannequin aussi proche de la réalité que possible. Et on reproduira, entre guillemets, le meurtre de Sœur Margaret au sein même du tribunal pour faire comprendre un peu à l'assemblée et au jury ce qui s'est passé. Un prêtre n'ayant rien à voir avec Monseigneur Jérôme et le père Gérald, qui est un père spécialiste, passera au tribunal pour expliquer que la trace de sang retrouvée sur le front de Sœur Margaret fait bien penser aux dernières onctions qu'on donne donc aux mourants, c'est-à-dire les derniers rituels chrétiens. Le fait qu'avant la mort, on fasse une croix, souvent avec de l'eau bénite sur le front d'une personne sur le point de mourir, et que cette trace a été retrouvée mais avec du sang. Le sang de Sœur Margaret fait penser réellement à un crime satanique parce que la plupart du temps, le satanisme fait exactement l'inverse opposé de ce que le catholicisme fait, ou alors reprend les mêmes rituels mais avec du sang, histoire de salir l'image blanche du catholicisme. Et là, pour lui, pour le prêtre, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est quelque chose qui se rapproche extrêmement d'un rituel satanique, et c'est aussi pour se moquer des derniers sacrements apportés par l'Église. L'avocat du père Gérald tentera, lui, de convaincre le jury qu'étant donné que toutes les traces d'ADN n'ont pas pu être raccordées au père Gérald, que personne n'est sûr de l'avoir vu sur les lieux du crime, que de plus, depuis, tous les témoins sont morts, il fallait laisser le père Gérald en liberté parce qu'il n'y avait pas vraiment de preuves réelles, malgré tout ce que je viens de vous citer, donc c'est-à-dire toutes les nombreuses traces, la trace dans la mandibule, les traces de sang qui sont parfaitement emboîtables avec le coup de papier retrouvé dans le tiroir du père Gérald, c'est quand même des preuves assez lourdes. L'avocat va essayer de balayer ça. Mais a priori, il n'y arrivera pas puisque le 11 mai 2006, après 6 heures de délibération, le jury condamnera le père Gérald à la prison à vie pour le meurtre de la sœur Margaret Pal en 1980. Le père Gérald sera donc menotté, conduit dans une voiture, puis ensuite dans un bus qui le mènera à la prison de Franklin en Ohio où il ira purger sa peine. Il tentera de faire appel en 2008 puis en 2012, mais ces deux appels seront rejetés et un de ces appels sera accepté en 2014, mais pendant ce procès, la peine sera maintenue par la cour. Le juge dira que le jugement a été rendu correctement, qu'il n'y a pas eu d'erreur de quoi que ce soit et donc le père Gérald restera en prison. Il ne sera pas destitué de son ordre de prêtre, c'est-à-dire qu'il est toujours prêtre. Il n'officie plus, parce qu'il est en prison, mais il sera encore prêtre. Le père Gérald finira par mourir le 4 juillet 2014 à la prison de Franklin en Ohio, suite à une crise cardiaque à l'âge de 76 ans. La chapelle Saint-Joseph, quant à elle, a fini par être murée, comme vous le voyez sur les photos, et les sœurs qui connaissaient Sœur Margaret diront qu'elles ne l'ont jamais oubliée et qu'elles ont vraiment été choquées et attristées de ce qui lui est arrivé. Elles feront d'ailleurs une plaque en l'honneur et la mémoire de Sœur Margaret. Et c'est malheureusement comme ça que se finit la triste histoire de la sœur Margaret Pal, qui a subi un crime satanique commis par un prêtre dans un lieu sacré. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de preuves. Le fait est qu'ils n'étaient pas en accord. Donc oui, certes, le père Gérald n'avait jamais rien fait de mal. Mais après tout, quelqu'un peut péter un plomb comme ça du jour au lendemain. Le père Gérald a été accusé par Survivordo, ainsi que d'autres personnes, de rituels sataniques et d'abus intimes sur des enfants. Alors pourquoi pas sur une adulte qui l'énerverait depuis quelque temps? On a retrouvé un livre de messes noires sataniques dans sa chambre. Il n'a jamais expliqué ça non plus. On a retrouvé aussi l'empreinte carrément ensanglantée du couteau, je veux dire, sur le tissu qui servait à recouvrir l'autel et qui a servi pendant le meurtre. Voilà, pour moi, il y a quand même pas mal de preuves. Donc pour certains, peut-être que ça fera beaucoup de coïncidences et pas assez de preuves réelles. Je veux dire, oui, avec une preuve ADN, ça aurait été le must du must, mais malheureusement, il y en a pas, donc faut faire avec ce qu'on a. Et le petit médaillon sur le côté du coup de papier, plus le coup de papier dans la mandibule, plus le fait qu'il y ait des empreintes qui étaient retrouvées, qui sont exactement les mêmes que l'empreinte que fait le papier, voilà, ça fait quand même pas mal de coïncidences. Donc chacun se fait son opinion, voilà la mienne. Pour moi, le père Gérald n'a pas été accusé à tort et il a bien fait d'aller en prison parce que pour moi, il a vraiment commis le meurtre.
Alors je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, mais moi tout ce qui est symbolisme autour du meurtre, ça m'a vraiment ému et chamboulé. Il y a vraiment des choses qui sont gênantes. Je veux dire, la croix de sang sur son front, le fait est qu'elle était poignardée en forme de croix inversée sur la poitrine. Je veux dire, c'est horrible ce qu'on lui a fait. On lui a fait une croix inversée au niveau du cœur. C'est vraiment un signe satanique sur une nonne. On lui a manqué de respect jusqu'au bout, quoi. On l'a agressée intimement et on lui a fait perdre sa virginité avec un crucifix. Je veux dire, le gars, il est allé mais tellement loin dans l'horreur. Et de savoir que tout ça a été fait par un prêtre, moi, je m'attendais pas à ça, en fait. Quand j'ai commencé à faire des recherches et que j'ai vu pour la première fois le nom de sœur Margaret Pal, je m'attendais pas à ce que le meurtrier soit un prêtre. Et c'est aussi ça qui a fait que cette histoire finit sur ma chaîne. C'est qu'il y a déjà des nonnes qui ont été tuées, il y a déjà des prêtres qui ont été tués. Malheureusement, tout comme tout le monde, ils ne sont à l'abri de rien ni personne. Un fou peut passer par là et voilà, personne n'est à l'abri de rien. Mais là, c'est quand même une nonne qui se fait tuer par un prêtre de façon satanique. J'ai trouvé ça tellement inattendu et tellement improbable en réalité, parce que c'est improbable quand même que tout ça arrive, et pourtant c'est arrivé. C'est un truc de dingue, mais c'est arrivé. En tout cas, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de cette histoire, vos propres théories. Est-ce que le père Gérald est coupable ou non coupable? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. On est bientôt à 1000 abonnés sur la chaîne et j'ai vraiment hâte de les passer. Ça va être une étape de plus. Donc voilà, merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés et merci à ceux qui le feront cette semaine. En attendant la vidéo de vendredi prochain à 18 h, prenez bien soin de vous.